La maison est bien sûr ancienne, c'était une ancienne ferme, puisqu'elle a été construite en 1767. Le grand-père Broisard est né le 6 avril 1885 et la grand-mère Broisard, née Boucard, est née le 14 octobre 1883. C'est une ancienne ferme bâtie côté dune, c'est-à-dire à la lisière de la mer au plus fort coefficient. Donc du bon côté, le chemin, la charraue comme on disait en patois, qui passait devant la maison où il y avait un trafic d'âniers, soit pour la recherche du goémon, soit pour le transport des légumes. Il y avait donc une partie dune, et puis de l'autre côté, côté est, il y avait des terrains qui allaient jusqu'à la digue, tout en longueur, et chaque propriétaire de terrain devait entretenir la digue qui faisait face à ce dit terrain. Ils y exploitaient, bien sûr, des pommes de terre, du blé, de l'avoine. Alors les moissons se faisaient en grande partie à la faux dans leur jeunesse, et après ils se sont mécanisés avec une faux mécanique qui rasait le sol et qui était traînée par le cheval. Ces moissons étaient transportées ici à la ferme, et il y avait ce qu'on appelait un espace plat, qu'on appelait l'air, qui était en terre battue. Alors on étalait les gerbes de blé en rond dans cet grand espace, cette aire, et avec la charrette, on faisait le tour de ces gerbes qui étaient étalées, de façon, avec le cheval bien sûr, attelé, de façon à écraser un maximum de blé. Et le reste se faisait au fléau. Je me souviens aussi, là, étant très jeune, avoir battu le blé au fléau dans cette aire. Après la récolte, bien sûr, il était mis en sac, ce blé, enfin les grains étaient mis en sac de blé, en sac de jute, pardon, étaient rassemblés et ramassés dans un grenier dans lequel il existait, on avait mis un plancher, puisqu'on y entreposait également les pommes de terre, on y entreposait l'avoine, même les pommes des arbres fruitiers. Les fèves étaient comment dirais-je, battues de la même façon dans ces terres. Après, ces fèves, on les passait dans une sorte d'appareil où avec une manivelle, on ventilait de façon à ce qu'il n'y ait pas de dépôt d'épluchures ou de coques, voilà. Alors on ne récoltait que la fève, et c'était également entreposé dans le même grenier. Ce qui restait de la récolte comme les fèves était au départ, quand elles étaient vertes, elles étaient mangées crues pain beurre, et lorsqu'elles étaient sèches, elles étaient cuites dans une grande marmite, elles étaient bouillies, quoi, voilà, hein, à l'eau, elles étaient cuites à l'eau, voilà. Et oui, ils en faisaient même parfois une purée de ces pois séchés. Et il y avait également des vignes, et je me souviens, moi étant encore gamin, avoir fait les vendanges. Alors, il y avait pas mal de pièces de vigne. On y récoltait, c'était bon, des cépages hybrides pour la plupart, entre autres en rouge 54-55, qui est encore fort connu. Il y avait du Baco, du 26 000, voire
Un peu de noix, c'est un raisin qui a été interdit d'exploitation parce le raisin était éthérisé. Voilà. Et comme à l'époque, les gens buvaient pas mal, disons que il y avait des conséquences assez néfastes. Voilà. Et ils récoltaient à peu près 8, suivant les années, 8 à 10 barriques de vin quand même. C'était pas mal. Mais ce qu'il y a, il n'était pas très fort. C'était pas des gens qui savaient travailler le vin. Hein, c'est plutôt de la piquette, quoi, d'autour de 10 degrés, quoi. Enfin, ça leur servait, ils en vendaient aussi autour de chez eux. Au niveau consommation de ce vin, on ne peut pas dire qu'ils en buvaient beaucoup parce que c'était pas d'une qualité extraordinaire. Et je dirais même que lorsqu'ils allaient dans les champs, bien souvent, ils coupaient leurs bouteilles de vin qu'ils emmenaient dans leur musette, en toile, avec de l'eau. Hein. C'était moitié eau, moitié vin. Ben, l'eau était saumâtre. D'ailleurs, le puits qui est là devant cette fenêtre, qui est devant moi, le fond du puits, l'eau est saumâtre. Je pense que le puisatier à l'époque a dû creuser ne serait-ce que 5 ou 10 cm trop profond, et c'est l'eau de mer qui est remontée. Voilà. Et la grand-mère faisait son café avec cette eau-là, puisqu'il y avait une pompe au puits, et je vous assure que le café, il fallait bien le sucrer le matin. Pour alimenter, pour engraisser, comment dirais-je, ce potager, avec la charrette, cette grosse charrette qui ressemblait plus à un tombereau. Le grand-père avait la charge, bien sûr, d'aller, surtout en fin d'année, là on rentre dans l'époque, la fin octobre-novembre, où il y avait du dépôt d'algues à la plage, c'est-à-dire du goémon, et faisait plusieurs tours de charrette pour récolter le goémon et l'étaler, bien sûr, sur le potager. Et il en mettait à peu près entre 20 et 30 cm qu'il laissait sécher une fois que le potager était bien sûr vidé de ses légumes. Une fois sec, ce goémon était enfoui de façon à engraisser, puisque il faut dire que c'était pas de la bonne terre, c'était plutôt du sable, donc il fallait engraisser pas mal le terrain pour avoir de beaux légumes. Ils allaient ramasser des pierres en mer, de façon aussi pour les aider à entretenir les digues, et aussi pour les constructions. Les murs font à peu près ici 60-70 cm, quoi. Lors de leur passage sur le continent, ils emmenaient aussi de la marchandise en échange de pierres qu'ils ramenaient et qui venaient en plus s'ajouter à celles qu'ils récupéraient en mer. Le bouza, qui servait à chauffer la ferme, la maison, enfin ou du moins les pièces principales, qu'on faisait brûler dans la cheminée. En fait, c'était les déjections des vaches qu'on mélangeait avec le paillage des animaux, et on en faisait des sortes de galettes qu'on mettait à sécher, bien sûr contre un mur, par terre, mais contre un mur, et bien exposées au soleil de façon à ce qu'elles sèchent rapidement. Le mur aidant à la réflexion de la chaleur. Et bien sûr, c'était fait à la fourche et à la main. La vie dans la ferme, rien d'extraordinaire, hein. Rentrer les animaux au soir, les sortir le matin, les nourrir,
changer les paillages, nourrir les lapins, nourrir les poules, récolter les œufs. La fabrication, le lait, disons, mis en bidon par la grand-mère, son beurre qu'elle barattait à la main avec une grande cuillère en bois dans une grande chape de bois. Voilà comment était fait. Et après, il s'était moulé également dans des... c'était des moules en bois également. Et elle faisait des petites fleurs dessus avec une cuillère ou avec une fourchette pour rendre la mode de beurre plus agréable. Une fois par an, on abattait le cochon. La grand-mère faisait ses boudins, ses saucisses, enfin découpé, le cochon était découpé. Les gros morceaux étaient mis dans des grosses jattes en grès, qu'on appelait le saloir. Hein, et tout était entreposé, bien sûr, au frais dans la cave. Autrement, c'est vrai qu'il n'y avait que dans cette pièce où nous nous trouvons, qui servait de chambre, deuxième chambre, où il y avait... Non, c'était du ciment. C'était du ciment. Alors, il y avait 2 grands lits de coin, avec des grosses couettes. Il n'y avait pas de semis ni de matelas, c'était d'abord une paillasse. Et après, c'était des couettes qui faisaient, je sais pas, 30 à 40 cm de plumes de canard et d'oie, voilà, à l'époque, qui servaient de matelas. Et il y en avait autant au-dessus pour nous tenir au chaud. Quand on venait l'hiver, par exemple, la grand-mère nous chauffait des bouillottes. Ces bouteilles en grès, vous savez, qu'elle remplissait d'eau chaude, d'eau bouillante. Alors d'eau bouillante qu'elle prenait bien sûr à la louche dans la grande bassine, le grand chaudron qui restait lui toujours, toute la journée, au chaud dans la cheminée. Elle remplissait donc ses bouillottes, mettait ça dans une vieille chaussette de façon à réchauffer les draps du lit qui étaient en lin à l'époque. C'était assez rugueux. Dans la chambre des grands-parents, c'est-à-dire de l'autre côté, il y avait une toute petite cheminée, mais c'était vraiment un conduit. C'était vraiment un conduit, il n'y avait pas grand-chose. Ils n'y faisaient pratiquement pas de feu. Je vous dis, ils chauffaient leurs draps comme ça, même avec un vieux fer à repasser, ils chauffaient un peu les draps avant de se coucher, et puis c'était tout. Hein. L'hiver, la grand-mère rentrait la poule qui avait des poussins dans la pièce de vie. Voilà. Si, il y avait un autre mode, si on peut dire, de chauffage, il y avait une cuisinière. Une cuisinière à bois, et puis après à charbon, et évidemment ça entretenait un peu de chaleur une partie de la nuit. L'électricité, il y avait une ampoule dans cette pièce de vie. À l'époque, c'était du 110 volts, n'est-ce pas? Et on venait ici dans les chambres se coucher avec la lampe à pétrole. Une fois que les vaches étaient élevées, ils sortaient à ce moment-là la calèche, c'est-à-dire on relayait au hangar la vieille charrette, et on sortait la calèche décapotable, attention, pour aller à la foire sur le continent, soit à la foire de Chaland, aux foires bestiaux, soit à la foire de Soulan, pour y vendre les animaux. Alors bien sûr, pour ce faire, il fallait le faire suivant certaines marées. En principe, ces marées étaient choisies en petit coefficient, de façon à pouvoir passer le Gois presque à marée haute, voire à peine descendante, puisqu'il n'y avait que 80 cm à 1 mètre d'eau quand il faisait cette traversée, de façon à être sur le marché de bonne heure. Et il revenait soit la marée de nuit,
soit quand il ne pouvait pas m'arrêter trop tard, il couchait à l'hôtel et revenait le lendemain aussi avec même façon d'opérer pour traverser le bois. Et là, il vendait les animaux. Il ne mangeait pas de la viande tous les jours. Il y avait la soupe traditionnelle déjà tout le soir. Voilà. Je ne sais même pas si le midi, l'hiver, il n'y avait pas la soupe aussi. Hein, à l'époque, je crois que oui. Je n'ai pas l'impression qu'ils étaient malheureux. Alors, ils n'étaient pas désargentés, mais ils menaient une vie dure, certes, mais parce que c'est pareil. À l'époque, ils se levaient avec le soleil, ils se couchaient avec le soleil.